Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Lorsque vous vous installez au volant, vous risquez de perdre le contrôle et de provoquer de nombreux accidents. Mais si vous l'appréhendez dans ses particularités de fonctionnement, elle vous permettra de profiter pleinement de ses forces de conduite sur un circuit, tout en maîtrisant les risques de son utilisation au quotidien. À présent, si vous repreniez le contrôle de votre cerveau. Pour comprendre mon cerveau. Chapitre 1. Être hyper, qu'est-ce que c'est? Haut potentiel et hypersensibilité, quelle différence? Le terme haut potentiel ou surdoué décrit une aptitude supérieure aux normes. Déjà dans l'Antiquité, on évoquait les génies qui présentaient des dons incroyables. Ces capacités fascinaient parce qu'elles apparaissaient dès la petite enfance. Ce n'est donc pas nouveau. Depuis plus d'un siècle, la communauté scientifique explore ce qui se cache derrière les individus qui sortent de l'ordinaire. On connaît tous l'histoire de Mozart, qui composa ses premiers menuets à l'âge de 6 ans, ou de Friedrich Gauss, qui publia à 21 ans ses travaux, sur lesquels les mathématiques modernes se fondent toujours. Aujourd'hui, on regroupe prioritairement sous l'appellation haut potentiel des capacités intellectuelles hors normes. On précise dès lors haut potentiel intellectuel, aspect sur lequel est centré cet ouvrage. Sachant qu'il existe d'autres potentialités ou aptitudes hors normes, haut potentiel émotionnel, haut potentiel créatif, etc. L'hypersensibilité est quant à elle usuellement définie en psychologie comme une sensibilité plus haute que la moyenne, c'est-à-dire une réactivité extrême aux stimuli, qu'ils soient internes, pensées, croyances, émotions, ou externes. Celle-ci peut être vécue avec difficulté par la personne chez qui elle se manifeste et par son entourage. Les recherches sur ce sujet sont récentes et se développent de plus en plus. Mais sans doute en raison d'un diagnostic moins précis, puisque non chiffré, les individus caractérisés par ce fonctionnement spécifique sont moins médiatisés. Mozart, en plus d'avoir un QI probablement élevé, était sans doute également hypersensible. Plus récemment, pour votre culture people, sachez que Scarlett Johansson et Marion Cotillard ont déclaré être diagnostiqués hypersensibles. La réalité qui se cache derrière ces cerveaux atypiques est complexe, d'autant qu'il y a autant de profils différents que d'individus. Preuve en sont les diverses appellations utilisées pour en parler. J'ai choisi dans ce livre d'utiliser les termes les plus usuels de haut potentiel intellectuel, HPI, et d'hypersensibilité, HSP, et d'y ajouter le mien pour parler des hyper. Il en existe beaucoup d'autres que vous croiserez probablement et qui désignent tous à peu près la même chose. Hors normes, neuroatypiques, neurodroitiers, multipotentiels, profil émotionnel, émotif, etc. Des appellations plus poétiques ont également vu le jour, zèbre, léopard, pour évoquer l'originalité et l'aspect unique des dessins sur leur pelage. Est-ce vraiment un effet de mode? Les chiffres officiels parlent de 5 à 7% de la population qui serait concernée par le haut potentiel. L'occurrence de l'hypersensibilité tournerait autour de 20%. Mais ces estimations sont certainement bien en dessous de la réalité, car chiffrer précisément la population de ces individus hyper est difficile en l'état actuel des connaissances. D'abord, parce que beaucoup ne sont tout simplement pas identifiés. Les personnes concernées n'ont pas toujours conscience de leurs particularités et n'ont pas de raison de demander un diagnostic. Et quand elles perçoivent leurs différences, celles-ci sont souvent davantage vécues comme un poids que comme un cadeau. Elles essayent dès lors de se fondre dans la masse et n'osent pas toujours consulter. Ensuite, quand elles consultent, les modalités de diagnostic sont variables et encore aujourd'hui sujettes à discussion. Le bilan du quotient intellectuel, QI, en est la base officielle, même s'il est de plus en plus contesté comme seul critère de mise en évidence d'un haut potentiel intellectuel. Et pour l'hypersensibilité, il n'existe pas de test standardisé. L'évaluation est désormais de plus en plus qualitative. Enfin, il y a tellement de combinaisons et d'intensités possibles au sein de ces profils que même pour un professionnel averti, les repérer n'est pas toujours évident. Pour le haut potentiel intellectuel, les chiffres tourneraient plutôt autour de 20-30%. Dans leur très bon livre, Le haut potentiel en question,
Les chercheuses Sophie Brasseur et Catherine Kusch estiment qu'à l'échelle d'une classe, le haut potentiel concernerait 2 enfants en moyenne. En termes de sexe, les estimations sont de 3 garçons pour 1 fille. Pour l'hypersensibilité, c'est encore plus compliqué, car il n'existe pas de diagnostic officiel et donc de chiffres précis. Pourtant, dans nos sociétés actuelles, où nos sens sont surstimulés, beaucoup d'hypersensibles souffrent au point de consulter un spécialiste. Dans ma propre consultation, l'hypersensibilité est en tout cas de plus en plus fréquent ces dernières années. Enfin, et c'est un point essentiel sur lequel je souhaite déjà attirer votre attention, il y a des confusions fréquentes entre ces 2 profils. On associe régulièrement à tort l'hypersensibilité à un trait de caractère typique du haut potentiel intellectuel. Tous les hauts potentiels ne sont pas hypersensibles. Et inversement. On peut être hypersensible sans avoir de capacité intellectuelle hors norme, ou haut potentiel sans hypersensibilité. Une personne peut également combiner les 2 aspects. On estime qu'une personne haut potentiel sur 5 serait également hypersensible. Quels que soient les chiffres précis, la population concernée par le haut potentiel intellectuel et l'hypersensibilité est donc importante. Pourquoi a-t-on l'impression qu'on en parle davantage aujourd'hui? Lorsqu'on a commencé à étudier les génies au début du XIXe siècle, le sujet n'intéressait guère les médias destinés au grand public. Les discussions étaient réservées à la sphère scientifique. Par ailleurs, si les personnes qui bénéficiaient de dons exceptionnels étaient mises sur le devant de la scène, celles qui avaient des capacités intellectuelles tout aussi réelles mais moins voyantes restaient dans l'ombre. D'autant qu'il n'existait pas d'outils de diagnostic pour les identifier et beaucoup n'avaient tout simplement pas conscience de leurs particularités. Les débordements psycho-affectifs liés à l'hypersensibilité étaient souvent catalogués dans le domaine de la psychiatrie et souffraient dès lors d'un certain tabou. Beaucoup d'individus hypersensibles se sentaient malades et n'en parlaient pas. Heureusement, le développement actuel de nos sociétés, de plus en plus axé sur le bien-être et l'acceptation d'être aidé par un professionnel, a fortement changé les choses. Cela permet aux personnes qui souffrent de leur singularité d'oser en parler et d'être diagnostiquées. Les hypers sortent de l'ombre. Il n'y a pas plus d'hypers qu'avant. Ces individus sortent juste de l'ombre. Et la presse s'est emparée du sujet qui concerne finalement un nombre assez important de personnes. Leurs particularités et la souffrance éventuelle qui en découle sont enfin reconnues et peuvent dès lors être diagnostiquées et accompagnées. Pour une personne hyper qui s'ignore, officialiser la différence et surtout la comprendre peut être l'occasion d'assembler les pièces qui manquaient. Elle peut enfin mettre des mots sur l'origine des difficultés éventuelles de son histoire, mais cela donnera surtout un sens à ce qu'elle vit et ressent au quotidien. Une fois l'information digérée, le soulagement est en général immense. Dans un deuxième temps, elle pourra trouver des clés pour assumer plus consciemment son fonctionnement dans ses forces et ses faiblesses, mais également pour se situer par rapport aux autres, adapter ses comportements et sa communication pour être enfin mieux comprise. Il n'y a pas d'individu type. Beaucoup d'ouvrages définissent les personnes atypiques sous forme d'une liste de caractéristiques. C'est certes un premier pas pour entrer dans le sujet, mais cela reste réducteur et peut induire de nombreux amalgames. Ceux-ci sont hélas très fréquents. Les traits particuliers des hypers peuvent s'exprimer par une multitude de combinaisons possibles, et il importe de tenir compte de ce qu'on appelle le profil individuel. Il y a autant de hauts potentiels et d'hypersensibles qu'il y a d'individus. C'est ce qui explique que les patients que je rencontre en consultation me disent souvent « J'ai lu le livre d'un tel, je me reconnais dans certaines caractéristiques, mais pas dans toutes. » Chaque personne est unique, et cela vaut aussi pour les cerveaux hyper. À la personne de retenir dans ses caractéristiques celles qui la concernent, sans s'inquiéter de les avoir toutes, ou juste en partie. L'originalité de mon approche. Ces caractéristiques que l'on retrouve souvent dans les publications grand public constituent en fait la partie émergée de l'iceberg. J'ai cherché, pour ma part, à comprendre ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire ce qui peut expliquer ces particularités. De plus en plus de recherches actuelles montrent que haut potentiel intellectuel et hypersensibilité
découle d'un fonctionnement cérébral spécifique. Les comportements, le mode de pensée ou les émotions sont gérés. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.